Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Ntaganda a ordonné que l'on arrête un prêtre, Lendu Sungiti, ainsi que 3 nonnes de Mongwale. Ce prêtre, qui s'appelait Boniface Boilalonga, et les 3 sœurs ont été amenés aux appartements. Et là, Bosco Ntaganda a interrogé ce prêtre à propos de ce qu'il savait sur certains documents. Le prêtre ayant nié qu'il sache quoi que ce soit à propos de ces documents, Bosco s'est mis en colère. Il a donc ordonné à ses gardes du corps d'emmener le prêtre à l'arrière des appartements Kilomoto. Bosco Ntaganda a suivi le prêtre en l'insultant alors qu'il était entouré des membres de sa milice. Ensuite, il a pris son revolver et a tiré et a abattu le prêtre d'une balle dans la tête et ensuite a tiré plusieurs balles dans le corps du prêtre. Et le prêtre est décédé de ses blessures. Et Bosco Ntaganda a ordonné à ses gardes du corps de jeter le corps du prêtre dans la brousse. Après le meurtre, Bosco Ntaganda a répété à tous ceux qui étaient présents qu'il fallait éliminer tout l'Endu. L'UPC a aussi attaqué des objets protégés à Mongwalu, y compris des dispensaires et des églises. Ils ont tué plusieurs personnes dans l'hôpital de Mongwalu, y compris un proviseur à la retraite qui était handicapé. Bosco Ntaganda a ordonné à ses troupes de piller Mongwala, y compris l'église, qu'ils ont ensuite détruite. Il a demandé aux soldats de piller, de ramener le butin dans aux appartements, dans un camion, dans un pick-up. L'UPC a pillé les maisons, les boutiques, en les vidant totalement, prenant les vélos, les bicyclettes, les radios, des générateurs, des sacs de haricots, des sacs de farine, des chaises, des sofas, des tables, des matelas, des casseroles, des machines à coudre. Et Bosco Ntaganda voulait d'ailleurs faire l'inventaire de tous ces biens pillés. Et Bosco Ntaganda, les gardes du corps de Bosco Ntaganda ont été vus à Bunia en train de décharger les biens qu'ils avaient pillés à Mongwalu dans la résidence de Bosco Ntaganda. Et Bosco Ntaganda avait d'ailleurs organisé le transport par avion de certains de ces biens jusqu'à Bunia. Et au cours des opérations de ratissage, les hommes de Bosco Ntaganda ont violé les femmes et cela faisait partie de l'ordre donné par Ntaganda, Kupijana Kuchachi, attaquer et piller, que ce soit les biens et les femmes. Et les victimes vous expliquaient comment les troupes de l'UPC capturaient des jeunes femmes ou des femmes Lendu au cours de patrouilles pour les amener dans des maisons et les violer en tournante. Un témoin va vous décrire comment, lorsqu'elle était une petite fille, encore, elle a été kidnappée par les soldats de l'UPC à Mongwalu et amenée au commandant. Les soldats l'ont déshabillée et l'ont frappée. 2 soldats lui ont tenu les jambes pendant que le commandant la violait. Il l'avait bâillonnée pour que l'on n'entende pas ses cris. Le viol a été si douloureux qu'elle avait l'impression que son corps était vidé de l'intérieur. Elle pleurait, elle saignait, mais après cela, un autre soldat l'a violée à nouveau. Les soldats de l'UPC ont aussi ramené les femmes dans les camps de l'UPC pour les violer, y compris aux appartements où habitait Bosco Ntaganda lorsqu'il était à Mongwabu. Au 3e jour de l'attaque, l'UPC a érigé un barrage routier sur la route allant à Kilo. Et ils ont commencé à attaquer les civils et les combattants Lendu, Asayo et Anzebi. Comme vous le voyez sur l'écran. Le commandant du PC, Salongo, dans un décret de l'UPC officiel, a reconnu que la population de Mongwalu avait été déplacée de façon massive.
Cet ordre est à l'écran. Le 10 décembre 2002, depuis Mongwalu, le commandant Songo déclare, et je cite, la cité de Bongolé a été, ce sont ses mots, libérée à la date du 24/11/2002. Ce qui a créé une période de désordre et le départ massif de la population. Fin de citation. Le 25 novembre 2002, Boston Ntaganda a envoyé un message au commandant du secteur nord-est et à Floribert Kisambo, confirmant qu'il se trouvait bien sur le front à Mongwalu et donnant des instructions pour que l'ennemi Andrele, une région en Mahagi, soit attaqué. Vous le voyez à l'écran et je vais le lire en français. Je voudrais que vous puissiez demander de l'aide pour combattre. En ce moment, Les corps ont été jetés dans les latrines. Les soldats de l'UPC ont attaqué le dispensaire de Sayo et ont tué ceux qui ne pouvaient pas s'enfuir. Après l'assaut, on a trouvé des mares de sang et des cartouches, ainsi que les restes d'une femme et de son enfant qui avaient été à moitié enterrés. Des douzaines de corps de civils ont été trouvés ensuite avec soit des membres qui avaient été amputés ou avec des blessures par balle. Un témoin vous dira qu'il a enterré lui-même un grand nombre Congo de corps à synthèse. l'extérieur du dispensaire de Sayo. Bosco Ntaganda a aussi attaqué l'église locale où les gens avaient essayé de se réfugier, y compris les vieillards. L'un de ces gardes du corps a entraîné un homme pour le sortir de l'église et lui a tiré dessus. Et le reste des gens dans l'église ont été tués plus tard. Bosco Ntaganda lui-même a interrogé et exécuté un colonel à la retraite appelé Lusala. Il a aussi exécuté un handicapé mental appartenant à l'ethnie Loulou, ainsi que trois parents de cette personne près de l'église de Sayo. Ensuite, sous le commandement de Bosco Ntaganda, les soldats du PC et les civils EMA ont pillé la ville en prenant les toits en tôle ondulée, les vêtements, les meubles, pour charger tout cela dans des véhicules. Et bien sûr, il y a eu des viols de femmes pendant cette attaque. Ensuite, les soldats de l'UPC ont incendié les maisons en paille, alors que leurs habitants étaient encore à l'intérieur. Le village entier était en flammes. En janvier 2014, l'accusation a réalisé des exhumations liées à ces deux attaques, y compris à Sayo. Et je vais maintenant vous présenter une vidéo de Sayo, du village, qui a été filmée pour cette mission scientifique. Vous verrez Sayo, le village, vous verrez les repères dont les témoins vont parler, y compris le dispensaire, l'église et le site des fosses communes. here is Sayo's main street. Voici la grande rue de Sayo. Et on voit les bâtiments. À droite, le dispensaire de Sayo, avec ce signe, ce panneau blanc. Et c'est là qu'ont été tuées des dizaines de personnes. Nous suivons la grande route vers l'école et l'église. Nous sommes ici près de l'école. Et ici, donc, il y a une fosse commune où l'accusation, lors des exhumations, a trouvé 5 corps. D'après les conclusions de l'expert qui a examiné ces restes, 3 de ces 5 victimes étaient des enfants. L'un avait entre 2 et 4 ans, l'autre environ 7 à 11 ans, et le troisième enfant avait entre 13 et 17 ans. 3 des 5 victimes
avait des blessures qui correspondaient à des balles, à des blessures par balle, ce qui corrobore bien que ces civils ont été abattus par l'UPC, comme nous l'a raconté un témoin. Nous continuons notre chemin maintenant sur la grande route pour aller jusqu'à l'église de Sayo. You can see the church in the distance. Au loin, nous voyons l'église. C'est dans cette église que les gens ont été tués, comme je vous l'ai dit précédemment. À droite de l'église, et lorsqu'on est derrière l'église, on surplombe la ville de Mongwalu. Et en contrebas, mais à gauche de l'église, cette fois-ci, les experts ont déterré un autre corps lors d'une exhumation. Witnesses identified this. Les témoins ont identifié cet emplacement comme étant la fosse où avait été jeté le colonel Lusala. Revenons-en aux 5 corps qui ont été exhumés précédemment. Cette fosse commune, on a trouvé 5 corps. Des experts ont trouvé une chemise rouge. Et on voit bien sur cette chemise, une fois qu'on l'a lavée, l'impact des balles qui a tué la victime. À Sayo, donc, Bosco Ntaganda est accusé en tant que auteur direct de crimes d'attaque contre des civils, pillage, attaque contre objets protégés et persécution. Il est aussi accusé des crimes commis par ses troupes, y compris attaque contre les civils, viol, meurtre, pillage, attaque contre des objets protégés, destruction de biens et persécution. Donc après s'en être pris au village de Sayo, Bosco Ntaganda a attaqué le village de Nzebi. Et là, il a ordonné à ses troupes de tirer sur les civils en fuite. Lorsque 2 civils lindous ont essayé de rentrer chez eux, Bosco Ntaganda a donné comme ordre à ses gardes du corps de les tuer. À Nzebi, Bosco Ntaganda est accusé de crimes commis par ses troupes, y compris meurtre ou tentative de meurtre, transfert forcé et persécution. Un grand nombre de civils non-EMA avaient quitté la région de Mongwala pour aller sur Kilo, qui se trouve à environ 18 km au sud de Mongwalbu. Et le 6 décembre 2002, aux environs de cette date-là, l'UPC a attaqué Kilo, ce qui a résulté dans un nouveau déplacement de civils. Et lorsque les troupes de l'UPC attaquaient, ils se lançaient dans une chasse à l'homme. Ils capturaient les hommes, les femmes et les enfants lendous, leur demandant de creuser leur propre tombe avant de les exécuter. Les femmes lendou qui s'était enfuie de Mombalou a été capturée par un soldat de l'UPC près du marché de Kilo. On l'a frappée et elle a été mise dans un trou dans le terrain, dans le sol, avec d'autres prisonniers non-EMA. Les enfants soldats de l'UPC ont ordonné à un prisonnier de la pénétrer vaginalement avec sa main. Les soldats riaient lorsqu'elle était violée. Et le lendemain, un soldat de l'UPC a essayé de la tuer en l'égorgeant, en lui coupant le cou. Et il y a eu tant de viols à Kilo que l'UPC a dû fournir des antibiotiques à ses soldats pour qu'ils puissent soigner leur maladie vénérienne. Et dans le logbook, on voit bien que Bosco Ntaganda a coordonné cette opération et recevait tous les rapports sur le terrain. À Kilo, donc, Ntaganda est accusé de crimes commis par ses troupes, y compris meurtre et tentative de meurtre, viol et persécution. Je vais maintenant vous parler des éléments de preuve dont nous disposons à propos de la deuxième attaque.
Aux environs du 12 février jusqu'aux environs du 27 février 2003, les troupes de Bosco-Ntaganda ont attaqué au moins 26 villages dans la collectivité de Walendu-Jatsi. Des témoins ont entendu les soldats de l'UPC qui criaient « Chikanamukono » pendant l'attaque. Cela signifie « vas-y à main nue ». Et cela signifie comment capturer les civils. Ils étaient attrapés à main nue et ensuite tués avec des couteaux, des machettes ou des armes blanches. Et les éléments de preuve montreront que le commandant de Ntaganda, en tant que chef d'état-major adjoint de l'UPC chargé des opérations et de l'organisation, était parfaitement en contrôle de ses troupes qui poursuivaient les attaques et suivaient de très près les opérations. Il donnait les ordres, il recevait les rapports et il coordonnait l'offensive en utilisant l'aphonie. Lorsqu'il était à Bunia, le commandant de Ntaganda n'était qu'à 30 km du théâtre des opérations. Le commandant Kisembo était basé à Mongwalu lors de cette attaque, donc à 20 km de la zone de front. Mais les deux commandants étaient en contact avec leurs soldats par liaison radio au cours de l'attaque. À l'écran, vous voyez une carte. Les villages attaqués se trouvaient dans la collectivité de Walendu-Jatsi. Et comme le dit bien son nom, Walendu, il s'agit d'un territoire lendu qui se trouve entre Mongwalu et Bunia. À l'écran, vous voyez plusieurs des villages de la région qui sont en bleu. Mais il y en a des dizaines d'autres. C'est une zone montagneuse, verdoyante. Et lorsqu'on est à Lipri, qui est en haut d'une colline, on voit toute la vallée vers Kobu et les villages aux alentours. À vol d'oiseau, entre Lipri et Kobu, il n'y a que 14 km. En décembre 2002, Bongwalu et Bunia étaient contrôlés par l'UPC et étaient reliés par 3 pistes. Une piste allait de Bunia via Lipri et Nyangarai. Une autre route passait par Mabanga. Vous vous souviendrez que c'est la route qu'avait empruntée l'UPC lors de sa première attaque sur Mongwalu. Une route qui passait par des territoires contrôlés par l'UPC. La meilleure piste était celle qui passait par Bambou, Kobu et d'autres villages lendu. Donc pour assurer d'accès facile et libre de Mongwalu et jusqu'à Mongwalu, et pour se protéger des attaques de l'ennemi, l'UPC devait contrôler ces routes, ce qui signifiait qu'il fallait chasser les lendus, qu'ils soient combattants ou civils. Et de toute façon, l'UPC considérait que tous les lendus étaient leurs ennemis. La deuxième attaque, donc, avait pour but de nettoyer la région qui se trouvait autour des 2 routes qui parcouraient le territoire lendu de Walendu-Jatsi. Après l'attaque de novembre 2002 sur la zone de Mongwalu, un grand nombre de lendus et de civils lendus et non-EMA s'étaient enfuis vers le sud, et ces civils déplacés vivaient dans la brousse, dans des conditions très précaires. Ils se sont cachés pendant des semaines dans la forêt, car ils avaient peur de nouvelles attaques. D'ailleurs, aux alentours de novembre et décembre 2002, autour de Mongwalu et à Mongwalu, l'UPC a lancé de petites attaques sur les villages qui se trouvaient le long des 2 routes entre Mongwalu et Bunia. Et en février 2003, l'UPC avait intensifié ses opérations pour contrôler les 2 grandes routes entre Mongwalu et Bunia. Lors d'une réunion à Bunia, Bosco-Ntaganda a planifié cette attaque avec Thomas Lubanga et Florider Kusamba et d'autres. Attaque dont le but était de chasser tout lendu et tout non-EMA de cette zone pour que les routes soient libres et pour qu'ils puissent contrôler parfaitement la région. En attaquant à partir de directions différentes, les troupes de l'UPC ont encerclé et coincé la population locale. Aux environs du 18 février 2003, l'UPC a attaqué Lipri et Tsele à partir de Bunia au sud. Ils ont attaqué Kobu à partir de Kilo au nord-ouest. Le lendemain, l'UPC a attaqué Bambou et le 3e jour, ils étaient arrivés à Gutsi.
et tout village qui avait été rencontré sur la route avait été incendié. Ici, maintenant, vous voyez la zone qui se trouve entre ces deux routes, ces deux pistes. Donc, après avoir réussi à capturer les grands villages, Lipri, Bambou et Kobu, les civils ont été repoussés dans la brousse très dense qui se trouvait au centre de cette région. Mais les soldats de l'UPC les ont poursuivis, se rapprochant d'eux à Sangui, à Bouli, à Jitchu et dans tous les petits hameaux que l'on trouve dans cet endroit boisé. Donc, la population a été attaquée de toutes les directions et a été encerclée par les troupes de l'UPC. Lors des premières et deuxièmes vagues d'attaque, l'UPC s'est lancé dans des opérations de ratissage en patrouillant les collines à la recherche de l'Endo. C'était la chasse à l'homme. Et l'UPC a reçu pour ordre de tirer à l'arme lourde sur le bush où se cachaient les civils. Et les gens qui étaient coincés, complètement encerclés par l'UPC, ne pouvaient pas s'échapper. Ils vont vous décrire leurs conditions de vie très précaires. Ils n'avaient rien à manger, ils n'avaient pas d'abri, ils étaient malades, et surtout, ils avaient toujours peur ils étaient constamment menacés de mort. Que s'est-il passé dans ces localités? À Nyangarai, vers le 18 février 2003, les troupes UPC et les civils EMA ont pillé le village. Les troupes ont détruit des biens et ont déplacé par la force des centaines de personnes qui se sont enfuies vers Lipri. Mais les troupes ont continué pour prendre Lipri, ont incendié le village et se sont livrés à des viols sur des femmes et jeunes filles Lendu. Le même jour, à Kobu, l'UPC et les civils EMA ont pillé cette ville en emportant les toits en tôle ondulée, ont brûlé les maisons, ont brûlé les champs, les maisons ont été détruites. Les seules maisons qui ont été laissées debout étaient celles utilisées par les soldats de l'UPC. Et après la prise, le commandant Mulenda et son unité ont établi leur base à Kobu. Le lendemain, vers le 19 février 2003, l'UPC a attaqué Bambou à l'arme lourde. Les soldats et les civils EMA, qui étaient avec eux, ont à nouveau pillé les toits en tôle ondulée, ils ont pillé la ville, y compris le bureau de la compagnie minière Kilomoto, l'orphelinat, les écoles, les églises, les maisons. Et les forces de l'UPC s'en sont pris ensuite à l'hôpital de Bambou, qui était le plus grand de la région. Ils ont pris les médicaments. Les médecins se sont enfuis en laissant leurs patients. Et lorsqu'ils sont revenus, malheureusement, les patients avaient été tués. Les enquêteurs des droits de l'homme des Nations Unies qui se sont trouvés sur site quelques semaines plus tard viendront vous dire que l'hôpital avait été totalement vidé et détruit. Et là encore, des femmes Lendu ont été violées et tuées. Les soldats rassemblaient les villageois qui essayaient de s'enfuir et les massacraient. Les troupes de l'UPC ont ensuite incendié Bambou et une partie de cette destruction a été filmée par satellite. Vous le voyez ici. Voici une image prise une semaine, à peu près un mois avant l'attaque. Et on voit qu'il y a beaucoup de structures qui existent. Mais dans cette image satellitaire, prise 3 mois après l'attaque, la plupart des structures n'ont soit plus de toit, soit n'existent tout simplement plus. Et il n'est pas facile, certes, de comprendre une image satellitaire sans l'aide d'un expert. Mais nous allons faire un zoom et vous verrez ce qui s'est passé avant et ce qui se passe après. À gauche, vous avez la maison avant destruction. Et à droite, vous avez l'image satellitaire qui montre que la maison n'a plus de toit et qu'on voit à l'intérieur de la structure maintenant. Et je vous montre un deuxième exemple, un autre zoom qui prouve la même chose. Lors de ses propos liminaires, Madame le procureur vous a décrit un massacre brutal de 49 personnes dans une bananerie à Kobu. Et je vais maintenant rentrer dans les détails de ce massacre. Vers le fin de 2 février 2003, le commandant Mulenda
a invité la comité Lendu, qui se cachait entre Buli, Kutsi et Jitchu, à ce qu'il avait appelé une réunion au but de pacification. L'UPC voulait que les Lendu leur rendent une arme lourde qu'ils avaient capturée lors d'une bataille précédente. L'invitation a été donnée aux personnes qui se trouvaient dans la forêt, y compris une lettre aussi qui avait été envoyée à la population littite. Donc le 25 février 2003, en réponse à cette invitation, une délégation de chefs Lendu, de civils et de combattants sans armes se sont rendus à Zangui pour discuter de la paix, parler de la paix. Mais lorsqu'ils sont arrivés là, les soldats de l'UPC les ont attaqués, les ont frappés, en tuant certains sur le coup tout de suite et en détenant les autres. Les soldats ont dit aux femmes détenues qu'ils allaient les violer jusqu'à la mort. Les soldats de l'UPC ont violé les femmes en tournante et sous la menace des armes, les ont frappées, les ont terrorisées. Les soldats de l'UPC ont violé et ont tué un grand nombre de femmes et seules n'ont survécu certaines qu'ils avaient cru laisser pour mortes. Le même jour, les troupes de l'UPC ont attaqué Buli, Jitchu, Gola, Gago et les bois environnants. Les troupes ont tué 92 personnes déplacées dans la forêt de Jitchu. L'UPC pillait les localités qu'ils attaquaient. Ils demandaient aux civils capturés de porter les biens pillés de Jitchu, de Sangu et de Buli jusqu'à leur base de l'UPC à Kobu. Et à la nuit, les troupes avaient déjà incendié les villages de Sangui, Buli, Pili, Jitchu, Minjo, Goy, Langa, Diallo et Wada. Même la forêt a été incendiée. Tout brûlait. The next day, Le lendemain, autour du 26 février 2003, les troupes de l'UPC ont amené les prisonniers Lendu de Sangui à leur base à Kobu. Et là, les soldats de l'UPC ont violé et réduit en esclavage sexuel les civils. Ils les ont obligés à préparer à manger, ils les ont obligés à transporter les biens. Les soldats de l'UPC pouvaient les violer quand ils en avaient envie. Des fois seuls, des fois en tournante, parfois devant d'autres détenus, sur la route, vers un autre village, dans les pièces des commandants. Les soldats de l'UPC ont exploité ces civils à loisir. Ils les ont déplacés, ils les ont tués certains d'entre eux. En effet, un témoin nous décrira comment les commandants Mulenda, Lubanga et Simba violaient les victimes. Et, correction de l'interprète, Linganga. Les commandants de l'UPC et les soldats ont massacré les prisonniers Lendu dans la bananerie derrière l'hôtel Paradiso, y compris ceux qui s'étaient rendus à Sangui pour assister à la réunion de pacification. Ils les ont tués. Ils ont été tués simplement parce qu'ils étaient Lendu. Les troupes de l'UPC ont quitté Kobu le 27 février 2003 autour de cette date afin de retourner à Bunia. Alors que l'UPC préparait une autre attaque, certaines des femmes prisonnières ont été réduites en esclavage sexuel et ont été obligées de suivre l'UPC et transporter les biens pillés. Après le départ des soldats de l'UPC de Kobu, la population Lendu a progressivement est sortie de sa cachette pour découvrir le site du massacre dans la bananerie. Les hommes, des femmes et les enfants gisaient à même le sol. Certains étaient nus, d'autres partiellement nus. Certaines victimes avaient été éventrées, d'autres avaient été égorgées. Nombre de victimes portaient des traces de coups de machette ou avaient des crânes fracassés. Monsieur le Président, des photographies ont été prises sur le site de cette bananerie. Je vais vous montrer ces photos. Je vous préviens, les photographies contiennent des images graphiques et troublantes. the first photograph depicts Dans la première photographie, l'on peut voir les corps qui ont été trouvés dans la bananerie et certains des villageois qui les ont découverts. Vous pouvez voir que les bananiers avaient été coupés et que nombre de prisonniers avaient les bras ligotés derrière le dos. Et nombre d'entre eux avaient été égorgés. in the next photograph. Dans cette photographie, vous pouvez voir deux corps. En arrière-plan, une femme est visible. Elle est sur le dos. Elle est égorgée et éventrée.
Sur cette dernière photographie, en fait, une partie de cette photographie est superimposée sur une première, c'est-à-dire qu'une deuxième photographie a été prise sur le même négatif. Mais vous pouvez néanmoins voir un enfant mort parmi les feuilles. Witnesses will testify Des témoins nous diront que des dirigeants Lendu ainsi que d'autres civils capturés lors de cette soi-disant réunion de pacification faisaient partie des corps retrouvés dans la bananerie. Des familles sont venues réclamer les corps de leurs parents et les ont enterrés dans les villages. Les corps qui n'ont pas été réclamés par les membres de leur famille ont été enterrés sur place, à Kobu. En fait, quelques corps ont été effectivement enterrés à Kobu parce qu'ils n'ont pas été identifiés et n'ont pas pu être transportés. L'accusation a procédé à des exhumations sur le site de Kobu en 2014. Comme je l'ai fait s'agissant du village de Sayo, je vais vous montrer une vidéo qui montre les sites d'exhumation, ainsi qu'une partie du village de Kobu. Here we see Ici, nous pouvons voir l'hôtel Paradiso, situé près du site où a eu lieu le massacre. we next move to the banana. Ensuite, nous voyons la bananerie et la zone tout autour, la colline, les vallées au loin. Then we move on to one of the Ensuite, nous nous dirigeons vers un des sites d'exhumation. Ici, 4 fosses ont été exhumées où se trouvaient en tout 12 cadavres. Après de nombreuses années après le massacre, il n'y a que des restes des squelettes, ce qui signifie que l'analyse de la cause du décès a été limitée aux experts. For 7 of the bodies, homicide is the most blessures visibles et qui se trouvent sur les os eux-mêmes. Pour le reste des corps, les experts n'ont pas été en mesure de déterminer de façon concluante la cause du décès parce qu'il n'y avait pas de signes de blessure sur les os. Ce qui signifie que certaines blessures, comme les traces de coups de machette, ne sont pas peut-être visibles sur les os. Je vous montre maintenant une photographie d'un crâne reconstitué d'une des victimes exhumées à partir de la première fosse identifiée dans la première vidéo que nous vous avons diffusée. Les experts ont déterminé qu'il s'agissait d'un jeune garçon de 13 à 17 ans et la cause plausible, la plus plausible du décès était homicide à la suite d'un coup par un objet contondant. Dans une fosse à Kobu, cette fosse à Kobu, une des victimes portait un pantalon bleu avec une bande blanche. Le pantalon a été récupéré et nettoyé, comme vous pouvez le voir sur cette image. Le pantalon semble correspondre à celui que portait la victime photographiée dans la bananerie quelque temps après le massacre. À présent, je vais décrire le rôle et la responsabilité de Bosco Ntaganda s'agissant de ces crimes. En tant que chef d'état-major adjoint chargé des opérations de l'organisation, le commandant Ntaganda a décidé de la manière dont l'attaque devait être exécutée. Il a maintenu des contacts avec ses commandants sur le terrain, y compris avec Salomo Mulenda, en maintenant des liaisons radio. On entendrait également des témoins du premier cercle qui ont suivi l'opération à la radio dire que Bosco Ntaganda communiquait ses instructions au commandant sur le terrain lors de l'opération. La veille de l'attaque, soit le 13 février 2003, le commandant Mulenda
faisait des rapports au chef de l'UPC, y compris à Bosco-Ntaganda, quant à la situation sécuritaire sur le terrain. Il a demandé des bombes et des armes lourdes. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il s'agit là d'un message contenu dans le cahier de communication qui le confirme en date du 13 février 2003. Le commandant Moulenda est le commandant de la 409e brigade de l'infanterie. Et Bosco-Ntaganda est en copie en tant que chef d'état-major chargé de l'opération et de l'organisation. Je vais lire le message en français. Situation n'est pas calme. Il y a un affrontement tout près de Kilo Mission. De ma part, 3 morts. Un blessé au niveau de Kobu. Je demande bombes RPG, bombes low pour les attaques. Several days later, quelques jours plus tard, le 18 février 2003, à 9h10 du matin, le commandant Moulenda informe Bosco-Ntaganda, au moyen des mêmes messages radio, qu'un de ses subordonnés, un dénommé commandant américain, avait menacé de déserter parce qu'il avait peur de la façon dont l'ennemi avait pu confisquer une arme de l'UPC à l'IPRI. within hours, En l'espace de quelques heures, le commandant Ntaganda a répondu en ordonnant que l'on continue d'avancer et a insisté sur le fait qu'aucun subalterne ne devait désobéir à un ordre. Et il a dit, je cite en français, informé suite au message selon lequel il y a un commandant qui a refusé d'avancer. Avancer. Cela n'est pas encore arrivé dans l'armée. Il n'y a aucun commandant qui a la capacité de refuser un ordre venant d'en haut. Significantly, fait particulièrement important, le lendemain, le 19 février 2003, Bosco-Ntaganda a informé Thomas Lubanga et Floribert Kisembo des progrès de l'attaque. Et il leur dit ceci, les troupes sont déjà positionnées dans la région de l'Ipri, de Bambou et de Kobu, et qu'il allait les informer de la suite des choses. Je vais lire son message en français. le travail d'opération de rester à l'Ipri, Bambou et Kobu. Les troupes sont déjà arrivées dans chaque zone. Vous serez informés de la suite. End quote. These messages confirm Ces messages confirment que Bosco-Ntaganda avait le commandement des troupes qui attaquaient et qu'il était au courant de leurs mouvements et de leurs progrès. Il était en contact direct avec le commandant Moulenda, un des principaux auteurs du massacre de Kobu. Les ordres de Bosco-Ntaganda, à savoir cibler tous les Lundus, des ordres qu'il avait émis lui-même personnellement lors de l'attaque de novembre 2002 à Mongwalu, se sont poursuivis. Vous entendrez des témoins du premier cercle qui ont participé à cette opération que lorsqu'ils se sont rendus vers Kobu, les ordres étaient clairs. Allez-y et tuez tout le monde. Ainsi, le 18 février 2003, ou autour de cette date, soit le matin de l'attaque sur Kobu, le commandant Moulenda a organisé une parade de ses troupes à Kilo. Il a ordonné à ses soldats de nettoyer le triangle entre l'Ipri, Bambou et Kobu, de nettoyer ces villages, de les raser. Il a donné des ordres express, tuez tous ceux que vous allez trouver, y compris les civils. L'ordre de Bosco-Ntaganda, Kupigana Kuchaji, a été mis en œuvre par ses troupes. Ces troupes ont massacré les victimes dans la bananerie de Kobu. Les dirigeants de l'UPC ont déployé le commandant Moulenda ainsi que ses troupes, sachant qu'ils avaient commis des crimes lors de l'attaque à Mongwalu à peine quelques mois plus tôt. Après l'attaque autour de l'Ipri, Bambou et Kobu, le commandant Ntaganda a loué le commandant Moulenda pour la manière dont il avait réussi à attaquer et capturer Kobu. Alors même que des organisations internationales rapportaient ces crimes, Bosco-Ntaganda a déclaré
un témoin du premier cercle de l'UPC que le commandant Moulenda était un homme, un vrai. Monsieur le Président, lors de cette attaque, Bosco-Ntaganda est accusé d'avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par ses troupes dans pas moins de 66 localités. Sexual slavery, attacks against protected objects, destruction of property. Attaques contre les civils, meurtres, tentatives de meurtre, viols, réduction en esclavage sexuel, attaques contre des objets protégés, destruction de biens, transfert forcé de population, pillage et persécution. L'attaque sur Mongwalu, première attaque dont nous avons entendu parler aujourd'hui, et sur Lipri et Kobu, deuxième attaque, ainsi que dans les localités voisines, avait pris pour cible, de façon délibérée, des civils et étaient des attaques illégales. Vous entendrez dire aujourd'hui, dans le cadre de cette affaire, que les attaques de l'UPC visaient des cibles militaires légitimes. Vous entendrez dire qu'à l'époque, les ennemis de l'UPC, de la PC ou des milices Lendu étaient présents dans la région. Il y avait également des motifs, des mobiles financiers d'attaquer Mongwalu, puisqu'il y avait un gisement minier aurifère très important. Mais n'oublions pas le fait que l'UPC a délibérément ciblé des populations civiles non humaines vivant dans ces lieux. Les civils n'ont pas perdu leur statut de personnes protégées simplement parce qu'il y avait des combattants parmi eux. Le fait d'avoir ciblé de façon intentionnelle ces civils est une violation du principe de la distinction. Tout commandant a l'obligation de distinguer entre des cibles militaires et des cibles civiles. Bosco-Ntaganda ne l'a pas fait. Au contraire, comme le démontreront les éléments de preuve, les troupes UPC et lui ont tiré sur des groupes de civils qui prenaient la fuite, ont pris pour cible délibérément des populations non humaines et ont tué des civils non armés. Monsieur le Président, je fais une pause avant d'aborder un nouveau sujet. Je pense avoir besoin de plus de 15 minutes. Thank you very much. Le juge président, je veux remercier Madame Sampson et ainsi se terminera la première partie de notre séance. Nous allons faire la pause déjeuner. Nous reprendrons à 14h30. Après quoi, vous pourrez poursuivre le reste de votre déclaration liminaire. Donc, nous nous revoyons à 14h30. Okay. Jenga jeshi kila siku. Mimi niko pamoja nao saa yote, lakini kazi ni wengi sana sana, na ile makazi zangu saa zingine wanaomba mimi naenda nje au mimi nawakia na meeting na marakotre marenio saa yote. Hivi ni gumu tuonane na nyie wakati yote. Chef d'Etat-Major Kamanda Bosco akuje abaone. Anakujaka hapa? Ndio. Anakujaka? Ndio. Kama akujake munielezee. Anakujaka? Ndio. The second video clip. Le deuxième extrait vidéo que je vais vous montrer montre la même visite de l'UPC à Rwampara le 12 février 2003. Nous avons ralenti à certains endroits l'extrait vidéo pour que vous puissiez voir de plus près les recrues de l'UPC. Et certains enfants ont été mis en exergue. Ce sont ceux qui, manifestement, ont l'air d'avoir moins de 15 ans. Chama cha UPC ni kurudisha ile umoja katikati ya wakongomani ya sehemu ya Ituri Hwanja, kwa sababu mateso ya Hwanja tulianza kuishi hapa, kiisha kurudisha ile umoja na amani kukongo. Juzi walikia nasema jeshi ni wa kabila fulani, chama ni ya kabila fulani. Tulifanya namna yote kuonyesha watu, lakini wenye hawapendi amani irudi kwetu. Ile ilikuwa nia yao, ilikuwa mazungumzo yao ya kila siku, lakini wanasahau ya kwamba mtu kama iko na akili hawezi akaunda chama ya ukabila.
na hawezi akaunda jeshi ya The final video. Et le tout dernier extrait vidéo que je vais vous montrer montre la fin de la visite de Bosco Ntaganda au camp de Rwampara le 12 février 2003. Vous verrez Bosco Ntaganda monter dans un camion avec ses escortes et partir. Là encore, nous avons ralenti cet extrait vidéo. Vous verrez un enfant qui porte un uniforme militaire, qui jette un fusil dans le camion avant de monter dans ce même camion. Et vous pourrez constater la petite taille de cet enfant comparée à la hauteur du camion. Et puis vous verrez Bosco Ntaganda en mauve, en violet, qui monte dans le même véhicule. Les témoins qui ont travaillé en 2002 et 2003 avec les Nations Unies ont estimé que 40% des milices en Ituri étaient des enfants qui avaient moins de 18 ans et qu'une minorité importante avait moins de 15 ans. Vous voyez maintenant sur votre écran un extrait d'un registre d'un centre de démobilisation à Bunia qui a ouvert ses portes en juin 2003. Le registre répertoriait l'arrivée des enfants dans le dit centre, ainsi que leur nom, leur âge et le groupe armé auquel ils avaient appartenu. Sur cette page, seuls 9 enfants ont moins de 15 ans et venaient des rangs de l'UPC. Sur une autre page, 17 enfants sont énumérés et faisaient partie de l'UPC, avaient moins de 15 ans en juin, juillet et août 2003. Après le recrutement des enfants par Bosco Ntaganda et par ses troupes, ils étaient envoyés dans l'un des camps militaires de l'UPC pour y être formés, tel que le camp de formation de Rwampara que nous avons vu. Il y avait tout un réseau de camps militaires de l'UPC dans la région de l'Ituri. La carte que vous voyez maintenant sur vos écrans vous montre l'emplacement de certains de ces camps. Les conditions dans les camps de formation militaire de l'UPC étaient particulièrement pénibles et les enfants étaient traités exactement comme les recrues adultes. On leur apprenait à être aguerris, endurants. Ils étaient contraints à courir sur de longues distances, à participer à des entraînements militaires, à marcher, à ramper, à porter des munitions lourdes et de façon assez classique, ils n'étaient nourris qu'une fois par jour. La discipline dans ces camps était particulièrement sévère. Les enfants étaient fouettés ou battus lorsqu'ils s'interrompaient durant les exercices, lorsqu'ils se plaignaient d'avoir faim ou lorsqu'ils essayaient de s'échapper. Des témoins vous relateront comment des enfants qui avaient été pris alors qu'ils essayaient de s'échapper de ces camps étaient très sévèrement punis, voire tués. Bosco Ntaganda et ses soldats ont également recruté de jeunes filles. Ces jeunes filles ont subi le même traitement très dur pendant la formation militaire, tout comme les garçons. Et de surcroît, ces jeunes filles faisaient l'objet de viols de façon régulière et étaient réduites en esclavage sexuel. Ces jeunes filles soldats étaient appelées les PMF, le personnel militaire féminin. Le viol de ces jeunes filles était si courant que les soldats chantaient des chansons à ce sujet. Les mots d'une de ces chansons sont comme suit. Pourquoi est-ce que je devrais épouser une PMF? Pourquoi faire? Et où est-ce que je devrais aller avec elle? C'est un aliment pour le chef, tel qu'un goudouria, une marmite communautaire. Ces chansons
qui comparait ces jeunes filles soldats à des aliments pour les chefs et les comparait à des marmites pour tout le monde, étaient non seulement dégradantes, mais elles encourageaient également le viol et la réduction en esclavage sexuel au sein de l'UPC. Certains de ces commandants prenaient pour épouses ces jeunes femmes, soi-disant pour épouser, les forçaient à accomplir des corvées ménagères. Ces jeunes filles étaient privées de leur liberté, elles avaient peur d'être battues ou d'être tuées si elles essayaient de s'échapper. Les commandants exerçaient un contrôle physique sur ces jeunes filles. Elles étaient considérées comme le bien du commandant qui pouvait l'exploiter, y compris une exploitation sexuelle suivant son bon vouloir. Vous entendrez des témoins qui étaient des soldats de l'UPC et qui ont eux-mêmes été victimes de viols et de réduction en esclavage sexuel. Vous entendrez également des témoins privilégiés militaires qui étaient informés de l'exploitation sexuelle de ces jeunes filles dans les rangs de l'UPC. Leurs témoignages illustreront la fréquence et la brutalité de la violence sexuelle contre ces jeunes filles. Vous entendrez également ou plutôt M. Bosco Ntaganda n'est pas accusé d'être un auteur direct de viol ou de réduction en esclavage sexuel de ses enfants soldats. Vous entendrez toutefois des éléments de preuve suivant lesquels Bosco Ntaganda a violé des jeunes filles dans les rangs de l'UPC, y compris des jeunes filles qui faisaient partie de sa propre escorte. Ces éléments de preuve permettront à la Chambre de déterminer son intention et sa connaissance des crimes, les modes de responsabilité qui lui sont reprochés et l'objectif contextuel. Vous entendrez des témoins qui vous indiqueront comment l'UPC utilisait les enfants au niveau de barrages routiers pour menacer les civils et leur extorquer de l'argent. Vous entendrez comment les enfants étaient envoyés dans la brousse pour effectuer des exercices de patrouille pendant la nuit. On les encourageait à mener des raids dans les maisons et à terroriser la population. Ces enfants étaient également envoyés dans le cadre de missions pour collecter des renseignements secrets, pour faire office d'espions. Des jeunes filles que l'on appelait les filles IS devaient s'habiller en civil et aller dans les camps de l'ennemi pour récupérer des renseignements secrets. Il est évident que être admise ou pouvoir pénétrer dans ces camps ennemis signifiait qu'il fallait avoir une activité sexuelle avec les soldats ennemis. Ces jeunes filles couraient des risques extrêmement importants. Si elles étaient découvertes, auraient pu être tuées. Et pendant le procès, vous entendrez comment des enfants ont été envoyés dans les villages avoisinants pour les piller, armés d'armes. Ces enfants avaient reçu l'ordre d'entrer chez les gens, de les menacer, de les rouer de coups et de piller leurs biens. Des témoins militaires privilégiés qui ont combattu lors de l'attaque dans la zone de Montbalou de novembre à décembre 2002 ont vu des enfants ayant moins de 15 ans engagés directement dans des combats sur la ligne de front, notamment dans l'unité de Bosco Ntaganda. Des enfants soldats de l'UPC ont également combattu sur la ligne de front pendant l'attaque contre l'Ipri, Bambou et Kobu et dans la zone avoisinante en février 2003 et lors d'autres batailles. Et puis en dernier lieu, vous entendrez comment Bosco Ntaganda lui-même a utilisé des enfants ayant moins de 15 ans comme gardants du corps, tout comme d'autres responsables et commandants de l'UPC, notamment Thomas Lubanga et Floribert Kisimbo. Le même jour de la visite de Bosco Ntaganda au camp de formation de Rwampara, le 12 février 2003, un officiel politique de l'UPC a écrit à la G5 de la FPLC pour démobiliser les enfants dont l'âge était compris entre 10 à 15 ou 10 à 16 ans, s'ils voulaient participer. Je vais maintenant lire en français. Nationale, au nom de l'UPC-RP et de son président, a initié un programme de démobilisation, désarmement, rééducation, réinstallation et de réinsertion en faveur des enfants soldats âgés de 10 à 15-16 ans qui acceptent volontiers le retour à la vie civile pour une réorientation conforme de leur avenir.
This attempt Cette tentative de démobilisation des enfants au sein de l'UPC ne s'est jamais concrétisée, mais ce document prouve de façon très claire qu'il y avait des enfants ayant moins de 15 ans dans l'UPC et que les responsables le savaient. L'accusation présentera également 3 ordres de démobilisation de l'UPC. Le premier, qui apparemment aurait été émis en octobre 2002. Le deuxième, le 27 janvier 2003. Et le troisième en juin 2003. Ces ordres de démobilisation ont été préparés à la suite des pressions exercées par les protagonistes internationaux. Mais il n'y avait pas d'intention véritable de démobiliser les enfants soldats. Les témoins qui ont participé aux efforts de démobilisation en Ituri à ce moment-là, y compris le témoin P46, ont fait référence à cette démonstration de la part de l'UPC, démonstration pour démobiliser les enfants, comme une imposture et une mascarade. Vous entendrez en fait que rien n'a changé à la suite de ces soi-disant ordres de démobilisation. Alors que ces ordres ne démontrent pas une véritable intention de démobiliser les enfants soldats de l'UPC, ils démontrent clairement qu'il y avait présence d'enfants soldats au sein de l'UPC et que l'UPC était informé de leur présence. Un fait contredit de façon déterminante le soi-disant ordre de démobilisation des enfants de l'UPC. Il s'agit de la visite de Bosco Ntaganda et de Thomas Lubanga au camp de formation de Rwampara le 12 février 2003. Vous vous souviendrez avoir vu cette vidéo. Pendant cette visite, il y avait des enfants qui visiblement avaient moins de 15 ans qui étaient formés pour être soldats et vous avez entendu Thomas Lubanga galvaniser les jeunes recrues lors de son discours. Cette visite au camp de formation de l'UPC de la part de membres de haut niveau de l'UPC, alors qu'il y avait de façon manifeste présence d'enfants, est tout à fait incompatible avec une véritable intention de démobilisation des enfants soldats. Et puis en dernier lieu, lors d'une interview accordée à une ONG en novembre 2010, le commandant Ntaganda reconnaît la présence d'enfants parmi l'UPC, même s'il nie le fait d'être responsable pour leur recrutement et formation. En sa qualité de chef d'état-major adjoint de l'UPC, chargé des opérations et de l'organisation, la position de Bosco Ntaganda est énoncée dans de nombreux documents internes, lors de communications, radio enregistrées et dans des vidéos. Comme vous l'avez entendu, Bosco Ntaganda a participé aux crimes qui lui sont reprochés de différentes façons. Premièrement, il a commis des crimes lui-même. Lors de l'attaque en novembre 2002, dans la communauté de Banyali Kilo, il a tué, pillé, attaqué des civils et des objets protégés et a persécuté des civils. Donc, il s'agit non seulement de sa propre responsabilité pénale, mais de sa responsabilité en tant que commandant. En tant que commandant, c'est lui, en fait, qui donnait l'exemple à ses troupes et son comportement indiquait aux troupes ce qui a été attendu de leur part. Deuxièmement, il a commis des crimes indirectement par le truchement de ses subordonnés dans les FPLC et par le truchement des sympathisants civils EMA à qui il ordonnait de commettre des crimes. Il l'a fait avec d'autres, de concert, dans le cadre d'un plan commun pour investir l'Ituri et se saisir de l'Ituri et pour en expulser les populations civiles non EMA. En tant que chef militaire, le plus chevronné, chargé des opérations et de l'organisation, en tant que chef et homme de terrain, Bosco Ntaganda était quelqu'un qui contrôlait
préparé en coulisses le plan commun. Ses contributions importantes ont pris plusieurs formes. Il a planifié, il a dirigé, il a contrôlé, il a facilité les attaques et les crimes de l'UPC, il a obtenu et distribué des armes et des munitions pour l'UPC et il a recruté, formé et utilisé des enfants ayant moins de 15 ans en tant que soldats au sein de l'UPC. Il a structuré les FPLC, il a insisté pour qu'il y ait obéissance, respect pour la hiérarchie et il a discipliné les troupes. Sa participation ne pouvait pas être une participation par inadvertance ou la participation de quelqu'un qui n'était pas informé. Les attaques sur Mongwali, Lipri, Bambou et Kobu ainsi que leur zone n'étaient pas ses premières attaques. Il connaissait les méthodes et les moyens qu'il avait utilisés lors de son expérience de commandement récente, lors des attaques contre Bunia, Mambasa, Komanda et Eritegui. Il savait quelles étaient les contributions coordonnées de ses co-auteurs et le contrôle conjoint qu'ils exerçaient. Et parce qu'il était informé des méthodes criminelles qu'il avait précédemment employées, il avait l'intention que ces crimes soient commis et que ces crimes s'inscrivaient dans le plan commun. Troisièmement, non seulement Bosco Ntaganda a commis ces crimes, les a ordonnés, a encouragé leur commission et a contribué aux crimes qui ont été commis par l'UPC, mais il était également un commandant militaire qui avait le contrôle véritable de ses forces et qui était informé ou qui aurait dû être informé de leurs crimes. Il n'a pas pris toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour les empêcher de commettre ces crimes ou pour les punir. Bosco Ntaganda avait l'intention que ces crimes aient lieu. Ses propos, ses actes, la connaissance des méthodes utilisées par les FPLC démontrent qu'il avait l'intention que ces crimes soient commis et qu'il était informé de ces crimes. Il était en particulier informé du fait que les crimes pouvaient se passer dans le cadre de la mise en œuvre du plan commun. Bosco Ntaganda était un commandant actif. Il était soit sur le terrain avec les forces, où il contrôlait les opérations et était très près du théâtre d'opération. Il savait ce qui se passait durant les opérations. Son comportement personnel et son intention doivent être interprétés dans le contexte de la connaissance abondante des activités de l'UPC et des soldats. Bosco Ntaganda est personnellement responsable de ces crimes, indépendamment de la responsabilité des autres commandants de l'UPC. Le fait que d'autres co-auteurs doivent également être considérés comme responsables pénalement de ces crimes n'ôte rien à la propre responsabilité pénale de Bosco Ntaganda. Pour conclure, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, Bosco Ntaganda était le chef d'état-major adjoint de l'UPC, chargé des opérations de l'organisation. C'est l'homme qui était chargé du recrutement, de la formation des troupes, qui a planifié et commandé les attaques et qui a très souvent dirigé les troupes sur le champ de bataille. Il a tué et attaqué des civils, des objets protégés, a pillé, a persécuté. Les éléments de preuve émanant des victimes et d'autres témoins, les éléments de preuve émanant de personnel international, ainsi que de documents officiels de l'UPC et des associés de l'accusé démontreront sans aucun doute la responsabilité de Bosco Ntaganda pour tous ces crimes. Je vous remercie. Le juge président, merci beaucoup, Madame Sanson. Vous avez terminé vos déclarations liminaires, n'est-ce pas, Madame Sanson? Oui, une petite correction à la page 41 de la version anglaise, la transcription, ligne 95, juin 2003 et non pas janvier 2003. Donc, il faut apporter cette correction. Merci. Donc, nous en avons terminé pour aujourd'hui. Nous reprendrons demain à 9h30 avec les déclarations liminaires des représentants légaux des victimes. Je voudrais vous rappeler à tous que les représentants légaux des victimes disposent d'une heure conjointement. Et puis ensuite, nous aurons les déclarations de la défense
La défense dispose de 3 heures, y compris la déclaration non assermentée de M. Ntaganda. Confirmer que nous allons bel et bien avoir besoin des 3 heures. Cela dit, je suis en mesure maintenant d'affirmer, de confirmer plutôt, que M. Ntaganda s'adressera à la Chambre demain à la fin de la présentation de la déclaration liminaire de la défense. Merci, M. le Président. Thank you very much, so court. Merci beaucoup, dit le Président. Nous levons la séance.